Joliba Afternoon News. Les femmes ont effectué une riposte virulente en menant des frappes aériennes successives le samedi 21 août 2021 contre les positions terroristes dans certaines localités du pays. Plus de précisions dans un instant. Une forte délégation ministérielle du Sénégal et du Mali s'est rendue à Kaolack dans les familles des victimes de l'accident routier pour présenter les condoléances les plus attristées des autorités des deux pays. La vice-présidente américaine Kamala Harris accuse Pékin d'exercer des pressions et intimidations sur les pays du pourtour de la mer de Chine méridionale, alors que Washington cherche à renforcer ses alliances face à la Chine. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. La population du cercle de Djéné, dans la région de Mopti, a organisé le dimanche une grande marche pacifique de protestation dans la ville de Djéné pour dénoncer l'insécurité qui sévit dans la localité depuis un certain temps. La dite marche est partie de la place publique de la ville de Djéné en passant par le marché pour prendre fin à la préfecture où un mémorandum a été lu à l'intention du préfet. Dans ce mémorandum, la population interpelle les autorités de la transition à prendre toutes les dispositions nécessaires pour endiguer ce phénomène d'insécurité et garantir aux populations et au cercle de Djéné une stabilité à travers un bon maillage sécuritaire. Depuis le 4 avril 2021, le cercle de Djéné a enregistré plus d'une vingtaine d'attaques avec 51 morts, 53 blessés, 261 ménages déplacés, des écoles fermées, plus de 10 000 bétails emportés et beaucoup de dégâts matériels. C'est la révélation du mémorandum lu à la fin de la marche. Comme je l'annonçais dans les titres, les FAMA ont effectué une riposte virulente en menant des frappes aériennes successives le samedi 21 août 2021 contre les positions terroristes aux environs de Boni, dans la région de Douanza, de Guiré, dans la région de Nara et à Koutiala. Reportage Fanta Diarra. Les forces armées sont tombées dans une embuscade jeudi entre Nakara et Boni en direction de Douanza, d'après un communiqué de l'armée paru le même jour dont le bilan provisoire faisait état de 11 morts et 10 blessés. Suite à cette attaque meurtrière, la réaction des hommes de l'armée malienne n'a pas tardé. Une riposte virulente a été organisée en menant des frappes aériennes successives samedi dernier contre des positions des terroristes aux environs de Boni dans la région de Douanza. À travers une information publiée dans un journal malien L'Essor, les opérations aériennes visant à traiter les positions des terroristes ont pris fin en début de soir samedi. Ces démentis fait suite aux remous qui ont émaillé la visite d'une délégation de chefs militaires dans le camp de Boni, après l'attaque meurtrière du 19 août. Les soldats durement affectés par la perte de leurs camarades ont manifesté un certain mécontentement. D'après un document de l'armée, les terroristes ont fait exploser un véhicule piégé au passage du convoi avant de déclencher des tirs nourris. Dans la nuit du 22 au 23 août 1791 a commencé à Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti et République dominicaine, l'insurrection qui a joué un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. C'est dans ce contexte que la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition est commémorée le 23 août de chaque année. Aruna Salia Kone revient sur cette page regrettable de l'esclavage à travers l'histoire de l'humanité. L'esclavage est un système juridique et social qui applique le droit de propriété aux individus dits esclaves. Les historiens indiquent que le phénomène a pris de l'ampleur au XIIIe siècle avec l'accélération de la traite négrière et du commerce triangulaire. Il nous revient qu'il y a eu 3 types de traite négrière qui ont abouti à la déportation de plusieurs millions de personnes, selon des estimations, sur des périodes longues et différentes. La traite orientale ou la traite dite arabe a été la plus dure et la plus longue selon plusieurs sources. Elle aurait concerné la déportation de plus de 17 millions de personnes sur 13 siècles. La traite intra-africaine a fait 14 millions de déportés. En ce qui concerne la traite atlantique, 12 millions de personnes en auraient été victimes. Selon Raymond Cohn, un professeur américain, il y aurait 20 à 40% des captifs qui sont morts au cours de leur transport à la marche forcée vers la côte et que 3 à 10% disparaissaient en y entendant les navires négriers. On arrive à un total compris entre 23 et 50% de morts. Les premières abolitions eurent lieu aux États-Unis dans le nord-est du pays entre les années 1770 et 1780. La France,
Le Royaume-Uni ont ensuite suivi les pas. Aujourd'hui, l'esclavage a pris des formes modernes comme le proxénétisme, le travail clandestin. Selon des défenseurs des droits humains, plus de 3000 personnes victimes d'esclavage par ascendance au Mali ont dû quitter leur village dans la région de Kayes, notamment en raison de leur engagement contre cette pratique. Bon nombre d'entre elles ont subi des exactions. D'un sujet à un autre, l'incident survenu le 15 août à Kaolack, au Sénégal, entre un taxi et un camion qui a causé 4 morts perturbe toujours la libre circulation entre les deux pays malgré les multiples appels au calme. Suivons le compte-rendu de Oumou Makalou. Depuis les émeutes du dimanche dernier, suite à l'accident de circulation survenu entre le Mali et le Sénégal, plus aucun transport du côté du Mali ou du Sénégal n'a franchi les barrières de la frontière depuis ce jour à aujourd'hui, même si les véhicules ou les camions chargés du port de Dakar sont autorisés à traverser la frontière. Cette suspension du trafic ne concerne que les gros porteurs et cars de transport. Selon des sources, les cars de nos jours s'arrêtent à la frontière de Diboli et les passagers sont tenus de traverser la frontière, souvent à moto, pour prendre de l'autre côté de la frontière un bus sénégalais pour se rendre à Dakar. Si les cars se rendent jusqu'à la frontière, les camions sont pour la plupart stationnés en attendant l'apaisement. Cette crise cause des milliards de pertes aux économies des deux pays. Selon des infos, c'est près d'1 millier de camions maliens qui traversent la frontière chaque jour. Ils contribuent à l'économie du pays de la Teranga à hauteur de 253 milliards de francs CFA par an. À noter que cette crise risque de freiner cette bonne relation économique entre les deux pays si rien n'est fait pour éviter de tels incidents. Dans le même registre, nous venons d'apprendre qu'une forte délégation ministérielle du Sénégal et du Mali s'est rendue à Kaolack dans les familles des victimes de l'accident routier pour présenter les condoléances les plus attristées des autorités des deux pays. La forte délégation est composée des ministres maliens des Transports et des Infrastructures et de celui en charge des Maliens établis à l'extérieur, des ministres sénégalais des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement, du ministre secrétaire chargé des Sénégalais de l'extérieur, des membres des cabinets ministériels, des directeurs nationaux des transports, des présidents des conseils maliens, des chargeurs et des transporteurs routiers et des représentants des syndicats des chauffeurs et conducteurs. Le Tchad a réduit de moitié son contingent de 1200 soldats du dispositif G5 Sahel, un contingent qui avait été déployé en février dernier dans la zone des 3 frontalières du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour lutter contre le groupe djihadiste. Notre reporter Aruna Salia connaît à rencontrer une analyste sur le sujet. Selon le spécialiste sécuritaire, ce retrait est stratégique. Suivons. Le Tchad a annoncé le samedi dernier avoir retiré 600 soldats de ses effectifs déployés au sein de la force antiterroriste du G5 Sahel. Ce retrait intervient 4 mois après le décès d'Idriss Déby Itno à la suite de la rébellion du FACT. Cet incident a changé la donne au niveau de la sécurité intérieure tchadienne. Le pays fait face aux défis sécuritaires intérieurs. Nous avons la tension du côté de Centrafrique, nous avons les FACT qui s'organisent au niveau de la Libye avec aussi d'autres entités rebelles qui ne veulent qu'une chose, c'est-à-dire renverser le régime actuel. Le Tchad est entouré de foyers de combat et il n'est pas quand même facile pour eux de déployer l'ensemble de leurs soldats, que ce soit dans la bande de lac Tchad ou dans la zone des 3 frontières. Donc il est important pour eux qu'un certain nombre quand même de militaires puissent revenir dans les pays et puissent aussi protéger les pays. Ces retraits peuvent s'expliquer aussi par un défaut d'atteinte de résultats concrets lors des opérations selon notre analyste. Si nous regardons les 2 opérations qu'ils ont menées de février à nos jours, nous comprenons que les militaires tchadiens, l'engouement qu'ils avaient lors de leur déploiement, ils sont quand même un peu déçus par rapport aux résultats qu'ils ont fournis lors des 2 opérations. Parce que vous déployez plus de 900 hommes ou 600 hommes sur le terrain avec des matériels lourds et tout ce qu'il faut, avec l'appui aussi aérien, et on se retrouve avec 2 djihadistes capturés, une moto, c'est quand même assez faible. Les récents massacres de communautés dans la zone des 3 frontières confirment, selon notre interlocuteur, l'inefficacité du dispositif. Si vous regardez dans ce mois, ou du mois passé jusqu'à nos jours au Niger, on est autour de
6 à 7 massacres des communautés faits par ces groupes armés djihadistes. Nous pouvons aussi dire l'attaque de l'Abejanga, de Ouattaguna tout de suite. La même chose s'est passée du côté burkinabé, mais sans que le G5 ne bouge un seul doigt et sans qu'on entende parler de ces fameux soldats tchadiens. La diminution de l'effectif sera aussi stratégique, dans la mesure où le dispositif sera plus léger et plus mobile. L'idéal pour eux, c'est s'ils diminuent les hommes, ils peuvent quand même faire des opérations, c'est-à-dire, on peut dire plus légères, qui vont aller cibler un certain nombre de groupes et revenir. C'est-à-dire, c'est plus léger et c'est plus efficace. 7 ans après sa création, le G5 Sahel peine toujours à atteindre son objectif principal qui est de lutter contre le terrorisme dans ses 5 États membres, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Ça ne va pas au sein du parti politique URD. Ses responsables se sont rencontrés le samedi dernier pour parler de l'avenir du parti et des questions relatives aux futurs candidats à la présidentielle de 2022. El Hadji Malik Giteya. L'IRD est sur le point de l'implosion. Les partis politiques Union pour la République et la démocratie suscitent plusieurs interrogations à quelques encablures des prochaines élections. À l'appel de son président par intérim, le professeur Salikou Sanogo, plus de 200 membres de cette formation politique se sont réunis le samedi passé pour se pencher sur l'épineuse question concernant la candidature du parti de la poignée de main lors de la présidentielle de 2022. Ainsi, après plusieurs heures de discussion, les responsables de 10 partis politiques ont jugé nécessaire de convoquer une conférence nationale statutaire le 23 octobre prochain. Mais bien avant, une commission sera mise en place avec pour mission la définition des conditions à remplir pour chaque éventuel candidat à la candidature de l'IRD pour l'élection présidentielle. Cette rencontre d'urgence est intervenue suite à une pétition lancée par les partisans de l'ex-premier ministre Dr Boubou Cissé, fraîchement arrivé et déjà favori pour être le porte-étendard du parti. Ces partisans demandent à ce qu'une conférence nationale extraordinaire soit organisée dans les meilleurs délais pour trancher sur cette question de candidature. En outre, réclame la démission du président par intérim de l'IRD, le professeur Salikou Sanogo, supposé être non favorable à la candidature de l'ex-premier ministre. Outre Boubou Cissé, plusieurs autres personnalités politiques maliennes sont annoncées comme pouvant être le futur candidat de l'IRD à la présidentielle de 2022. On peut citer entre autres Maître Demba Traoré, secrétaire à la communication du parti, et l'ex-ministre sous le régime d'Ibeka, Mamadou Igor Diarra. Après Feu Ismaïla Cissé, qui pour diriger le bateau IRD? Question difficile à répondre pour l'instant. À quelques pas de l'élection présidentielle, cette grande formation politique malienne est en proie à des dissensions internes qui pourront précipiter le départ de certains caciques du parti, selon des informations. En attendant, tous les regards sont tournés vers la prochaine conférence nationale extraordinaire qui doit se tenir après celle du 23 octobre pour connaître le successeur de Feu Ismaïla Cissé. À présent, l'image du jour qui nous conduit à Touba, au Sénégal, pour découvrir la grande mosquée de Touba. Son édification est décidée en 1926 par le cheikh Amadou Bamba, fondateur du mouridisme. Son fils et premier successeur, cheikh Mouhamadou Moustapha Mbaké, s'investit avec corps et âme pour la réalisation du projet, malgré un contexte national et international très difficile, marqué par la crise économique de 1930 et la Seconde Guerre mondiale. Malgré l'opposition voilée de l'administration coloniale qui cherchait à contrecarrer le projet en lui imposant les conditions les plus draconiennes, Mouhamadou Moustapha, après avoir obtenu de l'administration un bail sur 400 hectares, parvint à franchir tous les obstacles dressés devant lui pour poser la première pierre, marquant le début effectif des travaux de 4 mars 1932. À la disparition de Mouhamadou Moustapha en 1945, les travaux furent repris par son successeur Mouhamadou Falilou Mbaké, deuxième fils de Amadou Bamba. La mosquée fut inaugurée le vendredi en juin 1963 par Mouhamadou Falilou Mbaké. Parlant de son architecture, elle est pourvue
de 4 minarets de 66 mètres de haut placés aux angles de bâtiments d'un cinquième de 86,80 mètres et est surmonté de grandes coupoles. En 2013, le khalifa Serigne Sidi Mokhtar Mbacké a ajouté 2 minarets. Ces minarets peuvent être aperçus jusqu'à 10 km de Touba. Le plus haut des minarets est appelé Lamb Fall en hommage au cheikh Ibrahima Fall. Dans la mosquée, on accède au mausolée d'Amadou Bamba édifié à l'angle nord-est du bâtiment près de la salle des prières. Le tombeau d'une superficie d'environ 10 x 10 mètres, le Coran est lu dans la mosquée 33 fois chaque jour. Suivons à présent l'actualité internationale avec Sokona Diakité. En Afghanistan, les talibans affirment ne pas vouloir se venger de qui que ce soit. Ils ne devraient pas avoir peur. Personne ne fera obstacle. Ils devraient retourner chez eux et être rassurés, déclare le porte-parole des talibans lors d'une conférence de presse à Kaboul, faisant référence à la foule d'Afghans qui s'est rassemblée devant l'aéroport de la capitale pour tenter de fuir le pays. Nous ne voudrons jamais nous venger de qui que ce soit, ajoute-t-il. En ce moment même, vous et nous sommes témoins du fait que, heureusement, le peuple afghan a pu mettre à genoux les forces d'occupation pour la 3e fois en un siècle et a réussi. La différence est que cette fois, la direction et le contrôle de tous les bastions djihadistes étaient placés sous la direction d'honorables érudits religieux. Nous sommes convaincus que les nobles objectifs de notre djihad ne seront pas perdus, si Dieu le veut. Puisque les honorables érudits ont une compréhension et une intuition profonde, ils peuvent comprendre que le but principal du djihad est l'établissement d'un système islamique réel pour le peuple d'Afghanistan, qui les servira. Depuis que le pardon a été accordé, nous devons tout oublier. L'émirat islamique a oublié toutes les souffrances qu'il a endurées dans le monde. Nous ne voudrons jamais nous venger de qui que ce soit. Nous ne voudrons jamais regarder quelqu'un de haut. Un gros problème auquel fait face en ce moment la ville de Kaboul est le chaos et la situation dangereuse à l'aéroport de Kaboul. Nous connaissons les raisons derrière cette situation. Tout en quittant l'Afghanistan, les États-Unis veulent encore infliger des dommages et des pertes à cette nation. Tous les jours, ils encouragent les gens en leur disant qu'ils vont les rapatrier aux États-Unis ou dans d'autres pays et ont préparé leurs avions. Même à l'étranger, les gens n'ont pas reçu de soutien de leur part. Joséphine Baker, une humaniste au Panthéon. Pour Laurent Kopferman, à l'origine de la pétition « Osez Joséphine Baker au Panthéon » qui a recueilli 38 000 signatures, la décision d'Emmanuel Macron est une reconnaissance des combats et des engagements de l'artiste à bien des égards remarquables. Je suis très heureux pour Joséphine Baker parce que c'est une grande humaniste qui rentre au Panthéon. Joséphine Baker, vous savez, le Panthéon, c'est pas le top 50. On y rentre pour l'action qu'on a menée au profit de la nation. C'est un bel exemple pour tout le monde, pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, que la République française, c'est la République du possible. Dans son pays, le destin qu'elle a connu en France n'était pas possible. Alors, évidemment, tout le monde ne deviendra pas une Joséphine Baker, mais il y a un exemple, il y a une possibilité, il y a un chemin à suivre. La vice-présidente américaine Kamala Harris accuse Pékin d'exercer des pressions et intimidations sur les pays du pourtour de la mer de Chine méridionale, alors que Washington cherche à renforcer ses alliances face à la Chine. Pékin continue à exercer des pressions, à intimider et à avoir des revendications sur l'essentiel de la mer de Chine méridionale, déclare-t-elle dans un discours à Singapour dans lequel elle a détaillé les objectifs de politique extérieure de l'administration américaine en Asie. Elle défend aussi les décisions de son gouvernement face à la situation en Afghanistan et répète que les Américains donnent la priorité à l'évacuation en cours d'étrangers et d'Afghans à l'aéroport de Kaboul. Notre vision inclut la liberté de navigation, qui est vitale pour nous tous. Les moyens de subsistance de millions de personnes dépendent des milliards de dollars d'échanges commerciaux qui transitent chaque jour par ces voies maritimes. Pourtant, en mer de Chine méridionale, nous savons que notre vision inclut la liberté de navigation, qui est vitale pour nous tous. Les moyens de subsistance de millions de personnes dépendent des milliards de dollars d'échanges commerciaux qui transitent chaque jour par ces voies maritimes.
Pourtant, en mer de Chine méridionale, nous savons que Pékin continue de faire pression, d'intimider et de revendiquer la grande majorité de la mer de Chine méridionale. Ces demandes illégales ont été rejetées par la décision du tribunal arbitral de 2016 et les actes de Pékin continuent à saper l'ordre international basé sur le droit et à menacer la souveraineté des nations. Les États-Unis se tiennent avec nos alliés et partenaires face à ces menaces. Un mot en sport dans cette édition, le joueur international malien de Brighton en Angleterre, Yves Bissouma, s'est enfin exprimé sur les raisons de son absence en sélection malienne de football. C'était au cours d'un entretien hier dimanche au RP Média Web TV El Hadji Malik Guitei. Après plus de 3 ans d'omerta, Yves Bissouma sort enfin de son silence. Le joueur international malien évoluant en Angleterre s'est exprimé sur les raisons de son absence dans les Nuits des Aigles depuis 2019 au cours d'un entretien largement diffusé sur les réseaux sociaux. Quand je suis arrivé ici à Brighton, j'étais blessé à l'épaule. Je jouais même à 40%, on va dire. Et moi, je me fais opérer, tu vois. Malgré que j'ai joué toutes ces années-là, tous les 2 ans, avec mon épaule fracturée, je me fais opérer. Et moi, je ressors de ça. D'accord? Il n'y a plus de sélection pour moi. On ne m'appelle pas, rien. Je suis là. J'ai reçu aucun message. Je dis bien aucun message d'un dirigeant. Que ce soit coach, que ce soit personne. J'ai reçu 0 message. En outre, l'ancien joueur de l'AS Real de Bamako a profité pour pointer du doigt les insuffisances au sein de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT. On est la meilleure équipe d'Afrique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on joue contre le Sénégal ou l'Algérie ou n'importe quelle équipe, n'importe quel cran, on tombe. Pourquoi on tombe? Parce qu'il y a des détails. C'est les détails qui font la différence. C'est les détails qui font la différence. Il suffit pas seulement, c'est-à-dire il suffit pas seulement d'être bon joueur. Des bons joueurs, il y en a partout. Mais il y a des petits détails qui font la différence. C'est pour ça des fois vous voyez des matchs, à chaque fois qu'on tombe contre des grands, c'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous, ils sont pas plus forts que nous. Parce qu'ils sont bien encadrés, c'est tout. Pour retourner en sélection, le joueur souhaite rencontrer les responsables de la FEMAFOOT pour clarifier certaines choses. Moi, j'ai jamais dit je ne vais pas revenir. Moi, j'ai toujours voté pour revenir en sélection. Je n'ai pas arrêté, c'est juste qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Maintenant, maintenant, vous m'appelez, vous voulez que je revienne. Moi, je vous dis oui, j'ai envie de revenir. Voilà, on va s'asseoir, on va parler, on va mettre les choses au point. Et comme ça, moi, je reviens, il n'y a aucun souci. Âgé de 24 ans et l'un des éléments importants de la sélection malienne, les joueurs formés à l'Académie Jean-Marc Guiou de Bamako comptent de nos jours 15 sélections avec le Mali. Réclamé par une bonne frange du public sportif malien, son retour en sélection est de nos jours l'un des sujets brûlants de l'actualité footballistique du Mali, à moins de 2 semaines de la double confrontation des Aigles face au Rwanda et l'Ouganda, comptant pour les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Mesdames et messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Djoliba TV News. Dans un instant, la météo, l'information reste en continu sur Djoliba TV News. Djoliba Afternoon News.